le but, c'est pas de dire que. En fait, pour ceux qui connaissent, on va vous expliquer un peu comment fonctionne la liquidité. Donc, il y a ICT qui est très connu là-dessus, puis la smart money. C'est pas l'idée, c'est pas de dire que c'est meilleur que les supports résistance, etc., etc. C'est juste d'expliquer un peu comment nous on a réussi à être rentable grâce à ces notions en fait. Parce qu'avant, moi, j'étais support résistance comme beaucoup. Après, je dis pas qu'on peut être rentable aussi avec ça. Mais souvent, moi, je prenais des positions, je mettais mes stops sous les supports et je vendais les résistances. Et souvent, bah, le prix me stoppait, puis il repartait dans l'autre sens, en fait. Et du coup, c'était rageant parce que tu te dis, mon trade est bon, sauf que je suis stoppé quand même. Et on n'arrivait pas à être rentable. Jusqu'à que on comprenne cette notion de liquidité qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. On va essayer d'être généraliste, puis après rentrer un peu dans le détail. Et en fait, enfin voilà, je vais y aller, vous poserez vos questions. Donc du coup, donc il y a deux gros marchés. Donc il y a le marché du Forex et il y a le marché des actions. Et il faut savoir qu'en fait, le marché du Forex, il est régi par des gros institutionnels très puissants, donc qui sont les banques pour le Forex. Et il faut savoir que JP Morgan, il représente 10 à 12% des volumes chaque jour. Alors vous me direz, c'est pas beaucoup, mais ça reste énorme quand cette smart money, donc JP Morgan décide de faire un mouvement sur le marché. En fait, à la différence des autres intervenants, ils vont être coordonnés en fait. C'est ce qui rajoute énormément de puissance à leur mouvement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur les 10 plus gros intervenants qui représentent 64% des volumes. Donc les 10 plus gros, c'est les banques, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, la Citibank. Et eux, en fait, ils représentent 64% des transactions sur le marché du Forex, donc, ce qui est énorme. Et du coup, pour placer leur position, vu qu'ils ont des gros montants, ils peuvent pas... je ne sais pas si vous avez déjà tradé des small caps. Moi, à l'époque, j'avais pris 3 small caps sur le 440. Ça vous est peut-être arrivé une fois, vous mettez une position trop grosse, vous êtes décalé face au marché. Parce que l'ordre est trop gros. Et c'est la même chose sur le marché du Forex avec ces grosses banques. Donc du coup, elles ont besoin de liquidités. Et ces liquidités, elles ont besoin de liquider donc les positions d'autres intervenants qui vont être les petites et moyennes banques, les fonds spéculatifs, d'autres algorithmes, des entreprises et aussi donc les particuliers. Alors les particuliers, on dit souvent oui, c'est les méchants particuliers, etc. Mais les particuliers, c'est vraiment très très minoritaire. Hein. Ça représente rien du tout. Et souvent, on fait l'amalgame, on se dit oui, les fonds spéculatifs, généralement, ça perd d'argent, c'est très puissant, mais c'est faux. Il y a énormément de fonds qui perdent d'argent, même des banques aussi, et même des entreprises. Et même pire, il va vous montrer les exemples. En fait, vous avez beaucoup de fonds spéculatifs qui sont sous-performants par rapport aux indices qui sont censés trader. C'est ça le pire. Donc en fait, j'ai mis quelques fonds. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Oui, on est sur le 822e. Par exemple, Trif Capital, je prends au hasard. Hein. Il a 2 milliards d'actifs. Sur le dernier quadrimestre, il a perdu 52%. Donc en fait, ces fonds-là, ils servent de liquidité à la smart money qui sont les banques pour le marché du Forex. Ils se nourrissent de leur stop pour pouvoir... On va faire des exemples, vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et vous voyez, il y en a plein, j'en ai plein comme ça, il y en a plein qui sont perdants, enfin, il y en a énormément. C'est pas parce qu'on est fonds d'investissement qu'on est forcément gagnant, en fait. Hein. Il y a des pertes assez énormes, hein, et puis c'est en milliards de dollars. Hein. Le premier, il a perdu 1 milliard sur ses 2 milliards, c'est énorme. Là, 33%, là, le 820 Comorant Asset Management, c'est des sommes folles. Et il y en a plein. Chaque année, c'est pareil. Regardez là, celui-là, la Leonard Green Partners 797, 10 milliards le fonds, il a perdu 16% sur le dernier quadri. C'est énorme. Et en fait, ils ont simplement servi de liquidité aux banques pour exécuter le mouvement. Et on a la même chose. C'est la philosophie globale. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de dire il y a des bons, il y a des mauvais. C'est le problème des fois de la smart money. Ils vont dire, en gros, il y a les méchants et les gentils, on va dire. Il y a les fonds qui vont attaquer les autres. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour exécuter leurs ordres, ils sont obligés d'avoir des liquidités. Les liquidités, c'est les autres acteurs du marché. Et ces autres acteurs du marché, il y en a beaucoup, finalement, qui eux, sont victimes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont des performances qui ne sont pas corrélé au marché. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment de la manipulation. C'est un peu mal trouvé comme terme. C'est juste, ils ont besoin d'une contrepartie, en fait. Comme ils sont très gros, il leur faut des contreparties pour exécuter leur mouvement.
On va là, faire des exemples. quand ils exécutent leur mouvement, bah, vu qu'ils sont forts et qu'ils ont énormément de liquidité au final en cumulé, et bah, en fait, ça drive un peu le marché. Et du coup, bah, ceux qui ont vendu au mauvais moment, donc c'est les fonds qui sont là, bah, eux, ils perdent après l'argent parce que le marché part dans l'autre sens de leur position, quoi. Alors vous me direz, ils ont que 12%, enfin que JP Morgan n'a que 12%. Mais la différence de tous les intervenants, c'est que eux, quand ils font un mouvement sur le marché, ils sont organisés. Et en fait, 12%, c'est énorme quand tu es organisé. Quand tu as 12% de volume qui vont dans le même sens, bah, les autres, ils peuvent rien faire. Tu peux pas, ils sont quasiment imbattables. C'est comme la même chose sur le marché des actions, de là où j'arrive, donc pour le Nasdaq, etc., S&P. Là, la manœuvre, c'est pas les banques, c'est BlackRock, c'est Vanguard. C'est des fonds d'investissement énormes. Donc, BlackRock, Vanguard, ces deux principaux fonds, ça représente 40% de la capitalisation mondiale. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et chaque jour, c'est 12% des volumes à eux deux. Et pareil, s'ils mettent un mouvement en place, ils sont quasiment inarrêtables. Et ils font vraiment ce qu'ils veulent sur le marché. Du coup, comment ils le font? Ils le font avec leur algorithme qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est Aladdin. Ils ont mis 20 ans à le créer. Et c'est ce qui fait concrètement que ça nous rend fous sur le marché parce qu'il nous fait des inducements dans tous les sens, des highs, des lows. Et l'algo est fait pour faire croire que le support tient, la résistance, etc. etc. Et en fait, cet algorithme-là, il fait des milliards de calculs par jour et de positions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pareil, je ne vous l'apprends pas, je pense que vous le savez tous, 7 ordres sur 10 sont faits par des algorithmes et des robots. Et dans ces robots, il y a Aladdin qui est derrière BlackRock pour le marché des actions. Et il y a les banques derrière qui se servent d'Aladdin aussi pour exécuter leurs positions. Alors, un premier exemple pour vous montrer tout ça. Alors, je le prends en institutionnel FX qu'il avait très bien présenté à l'époque sur sa chaîne. Je l'ai repris tout simplement, mais je trouve qu'il explique bien. On a le cas Tesla. Donc, Elon Musk a voulu racheter Twitter. On sait qu'Elon Musk, c'est la plus grosse fortune du monde, certes sur le papier, mais il n'a pas, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est sa fortune, 400 milliards, mais il les a pas sur son compte. C'est des actifs qu'il a, c'est un patrimoine. À le moment où il voulait racheter Twitter, il avait que 3 milliards en cash sur son compte, donc il n'avait pas l'argent pour acheter Twitter. Donc il fallait qu'il trouve 44 milliards pour acheter Twitter. Donc il ne les a pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vendre des actions Tesla pour le faire. Et pareil, il ne peut pas vendre 44 milliards d'actions Tesla d'un seul coup, c'est pas possible. Et en plus, en faisant un mouvement comme ça, il ne les vendra pas forcément au meilleur prix en plus. Donc aucun intérêt. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas manipuler le marché, mais il va devoir trouver des contreparties acheteuses pour exécuter sa vente. Quand je suis vendeur, il me faut un acheteur. Si demain je veux être le roi du marché des oranges, il faut que j'ai des acheteurs d'oranges en face. On va caricaturer un peu le truc, mais c'est ça. Et donc, si je veux faire une vente sur le marché, il faut que j'ai un ordre achat. L'ordre achat, c'est quoi? Ça va être ton stop. Quand tu prends une vente sur le marché, par exemple, je vais prendre ma petite flèche que vous voyez là. Hop. Par exemple, je me place ici, je short Tesla. J'ai un ordre de vente. Mon stop est un ordre d'achat. Donc, quand je vais pouvoir exécuter ma vente, en fait, je vais pouvoir retrouver la contrepartie d'ordre acheteur pour pouvoir exécuter mon biais. C'est ce qui s'est passé avec Tesla. Donc, il y a eu un énorme range qui s'est créé, à un moment où il devait racheter Twitter. Support qui tient, tout ce que vous voulez. On induce le marché, ça tient, il faut acheter, ça a monté. Dans la foulée, on a annonce trimestrielle du rapport Tesla financier. Excellent, il en profite, machin, le marché pump. Qu'est-ce qu'il fait en fait, tout simplement? Il vient récupérer tous les ordres acheteurs qui sont les stops de certains qui sont en position, ou même d'autres qui achètent, mais qui vont aussi prendre leur profit ici. Il récupère toute la trend line, il ferme le gap, il récupère aussi des ordres ici. Et derrière, il peut exécuter son mouvement, vendre ses actions et récupérer le cash. Et là, après, là où c'est difficile, c'est que tout est une histoire de timing. C'est-à-dire que ce que nous, on n'a pas et ce qu'on ne sait pas, c'est de combien BlackRock a besoin pour exécuter son biais acheteur. Est-ce qu'il a assez vendu de titres Tesla, Elon Musk, au 10 janvier? J'en sais rien. Au 15 janvier, j'en sais rien. Donc nous, on essaye en fait justement, avec les graphes, de trouver ces petites traces pour dire, ok, là, a priori, il y a de fortes probabilités que ce qu'il y a ici, c'est l'exécution et le timing est bon, quoi. Parce qu'en fait, les gens qui ont vendu au départ, ils sont pas dans le faux. Puisque le marché va bien baisser.
C'est juste que leur Oui, timing n'est Tesla pas a été bon. baissier à ce moment-là, en plus. Tesla a Exact. été baissier à ce moment-là. Ouais. Et du coup, c'est là où c'est difficile. C'est que, en fait, le mec, il a le bon biais, mais c'est que le timing fait que tant qu'il n'y a pas de prise de liquidité, très souvent, le biais ne s'exécute pas, puisque ils n'ont pas, là, pour le coup, c'est un exemple assez concret, puisque c'est Elon Musk qui a besoin de X. Voilà, il a besoin de X. Tant qu'il ne les a pas, il va y avoir une conso. Et tant qu'il y a de cette conso, le mouvement ne va pas s'exécuter à la baisse. Et donc, du coup, le marché, il laisse des empreintes, en fait. Et c'est un peu ce qu'on a appris avec ICT, du coup. Euh, et le marché, il fait toujours pareil, en fait. Donc, il va de liquidité en liquidité. Ça, c'est vraiment la phrase à retenir, c'est ça. Il va de structure en structure. Donc, il y a des liquidités internes. On va voir, je vais vous mettre des exemples. Donc, qui sont les buy side, les sell side. Donc, c'est les high et low internes des structures. Il y a les trend lines aussi. Souvent, il y a des retardataires qui rentrent sur des trends et en fait, ils se placent pas forcément au bas des trends. Donc, c'est de l'argent, tout ça. On a les liquidités externes. Alors, il y a les sessions. Il y a la session asiatique. Donc, c'est quand tous ceux qui tradent la nuit, donc Tokyo, la Chine, etc. La session européenne avec Londres qui s'arrête vers. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la session du matin. Et après, il y a la session de New York. Il y a les annonces économiques qui sont de l'argent aussi. Souvent, c'est des gros pumps, donc les high et low, il y a beaucoup d'argent. Et aussi, surtout, les previews daily high et daily low, weekly high et weekly low de structure. Donc, il va toujours de liquidité en liquidité. Et en fait, ce qui fait le marché, il fait toujours pareil. Donc, il a sa structure. Admettons, là, on est haussier. Il va retracer. Et dans sa structure interne de retracement, donc il n'a pas breaké sud, il reste toujours haussier, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, vous voyez, il va créer donc son lot, c'est ce qu'on appelle une sell side, les buy side, et en fait, il va se nourrir de l'intérieur pour poursuivre son biais de structure. Ce qu'on appelle, c'est donc ça les liquidités internes. Tout en respectant donc sa structure globale. Et très très souvent, le marché fait tout le temps pareil. Il va de daily high ou daily low, de daily high en daily low, de weekly high en weekly low, etc., etc. Il a besoin toujours de trouver de la contrepartie de plus en plus importante pour exécuter son biais. Donc, pour essayer de comprendre tout ça, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est vraiment de comprendre les structures et ce que veut faire le marché. Donc, il laisse quelques traces. Donc, il crée ce qu'on appelle du displacement. Souvent, il fait son lot, il fait une forte impulsion. Donc, il crée ce qu'on appelle un displacement et il crée une FVG. La FVG, c'est quoi? C'est une inefficience du marché où, en gros, si vous voulez, les mèches, ils ont tellement bougies. injecté En fait, ils ont injecté trop vite. Ils ont injecté un peu trop vite en quelque sorte. On va caricaturer. Et en gros, pour les repérer, c'est 3 bougies qui se succèdent. Et en fait, les mèches ne ferment pas sur la bougie du milieu. C'est ce qu'on appelle une FVG. C'est ici en jaune. Là. Souvent, le marché revient fermer cette zone d'inefficience pour repartir. Autre point où il Vas-y. Ouais, non, mais c'est très théorique. On va essayer de pas trop. Mais on vous a mis ces critères-là, parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Surtout dans les plus gros. Mais on vous a donné les plus gros. Je vois les commentaires en même temps. On vous a donné les plus gros, et l'idée, c'est après à partir de ces plus gros, vous donner des exemples concrets dans les. Exactement. Voilà. Désolé de t'avoir coupé, Anto. Non, pas de souci. Après, on a ce qu'ils appellent le HRLR. Donc, en gros, là, on était sur la S&P à l'époque. C'est les horaires de chez nous. Donc là, c'est l'ouverture de New York. Et on voit pareil. Donc, à ce moment-là, le marché, à l'ouverture de New York à 15h30. Donc, vous voyez, il ne casse pas avec le corps en haut. Il va juste récupérer, donc, encore une fois, de la liquidité. Donc, il le dit lui-même, les mèches font les dégâts, les corps racontent l'histoire. Donc là, en gros, on prend l'argent des high ici pour initier le vrai mouvement. On fait une cassure structure ici et on enchaîne le mouvement toute l'après-midi. Donc uniquement une prise avec des mèches, c'est encore une sorte de... On est un peu des enquêteurs. Quand on traîne la liquidité, on essaye de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et du coup, en fonction de ça, on les emboîte les uns les autres pour avoir le plus de probabilité pour exécuter notre aide. Voilà. Et du coup, Rémi, tu vas nous donner un exemple graphiquement concret. Je te laisse commenter du coup. Là, très clairement, voilà, c'est le Nasdaq le 7 janvier.
J'ai cherché des exemples un peu récents et assez caricatural, on va dire, pour que ça C'est quoi, puisse je vais être. essayer juste de prendre. Attends, je vais essayer de prendre ça, qui a une petite flèche pour essayer d'illustrer en même temps que tu parles. Hop, tac. Voilà, hop, comme ça tu parles, j'essaie de. Voilà, Ouais, donc vas-y. la journée du 7 janvier, donc nous, typiquement, on a les liquidités, les structures, et on va dire les zones de retournement importantes, donc HTF. Donc ça, c'est en gros les zones sur lesquelles le prix est censé rebondir et possiblement faire des retracements, voire délivrer le mouvement global. Donc ça, c'est nos 3 gros critères en fait qu'on apprécie tous les jours sur les graphes. On dit voilà, le prix devrait aller juste ici, en HTF. Attention, quand on arrive sur cette zone-là, il peut se retourner, ok. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ce que le prix fait en fait sur ces zones-là. Et après, il va se nourrir des liquidités pour exécuter ses billets. Donc voilà, donc la journée du 7, on voit quoi? On voit que on est allé retourner dans une zone importante. On va pas rentrer dans le détail de ça, ce sera trop long d'expliquer comment on les identifie, mais on pourrait prendre le temps plus tard. En bas, qu'est-ce qui se passe? Fragilité structure. Certains pourraient même considérer, en termes de structure, qu'on a une MSS. Ça dépend. Il y en a certains qui disent que dans le corps, dans les mèches, etc. Donc, Un MSS précise, c'est un retournement de structure. On a voilà, vu le biais précédent. donc là, j'ai préféré dire fragilité parce que tout dépend. Pour ceux qui connaissent ces structures, voilà, il y en a qui vont dire que c'est une MSS, il y a d'autres non, une market structure. Après, j'ai tracé les utilités de la journée. Donc voilà, donc nous on arrive, on est tout à droite, hein, nous quand on va commencer l'Open, l'US il est là-bas, où vous voyez le HRLR, on ouvre ici. Donc qu'est-ce que je trace? Moi je trace mes liquidités. ASEAN, alors là j'ai enlevé le London mais il y est aussi. ASEAN, j'ai mis les 2 extrémités, on a Londres. Qu'est-ce qui se passe? On voit exactement l'exemple d'Anthony tout à l'heure. On voit un HRLR, c'est-à-dire quoi? Un High Resistance Liquidity Run. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il prend la liquidité d'Asian. Juste avec une mèche. Avec une mèche. Le corps, lui, ne clôture pas dedans, donc on est sur du M5 là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va délivrer son prix et aller chercher quoi? Les autres liquidités. Sur le côté gauche, ouais. J'ai quand même rajouté la Fibo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tracent avec la Fibonacci. Comme de par hasard, le mouvement baissier réagit sur le 61,8, le nombre d'or, tout ce que vous voulez. C'est ça, il faut rajouter toujours plus de confluence en fait. OTE aussi, certains, effectivement, ouais. Donc vous avez effectivement des dialectes un petit peu compliqués, on est désolé. Et je vais faire d'autres exemples après, t'inquiète, je vais rester hyper simple. Donc voilà, donc on a ce HRLR et qui va délivrer un prix plus tard. Donc on a 2 exemples de trades suite à cette journée, donc le slide d'après. Donc j'ai le premier, soit on est agressif et on paye carrément en fait la caisse sur M5. Donc en gros, tu payes, t'es en M5 là, donc en gros tu payes la bougie qui prend la liquidité, tu rentres à la clôture de cette bougie. Je sais pas si vous voyez bien, et on va chercher la liquidité suivante. Ça, c'est la première possibilité d'entrée. L'externe qui arrive, donc l'Asian ici. Voilà, exact. Tu vas sortir là. Et là, ça fait quand même un R2-3, donc c'est quand même pas négligeable. Et le deuxième exemple qu'on peut avoir, ça dépend un peu, vous voyez, plein de stratégies possibles suite à ces prises de liquidité. Le deuxième exemple, c'est celui-là. On peut dire, voilà, qu'est-ce qui se passe après la prise de liquidité? Bon, moi, j'aime pas trop, c'est agressif. Qu'est-ce qui se passe? On a une structure qui est cassée par le sud en M5. On la voit là. Je vais essayer de zoomer un peu plus, qu'à mon avis, comme c'est dans le coin, je sais pas si tout le monde voit. Je vais essayer de. Attends. Ouais, essaye si tu veux. Ouais. Voilà, on va essayer de bien, qu'on voit bien la séance là. Et là, il y a certaines personnes qui aiment bien les fibos, donc on peut retrouver de nouveau la fibo. Donc on trace la fibo du dernier mouvement baissier qui génère. Qui a une prise de liquidité, donc ça veut dire qu'il est assez, il a assez de liquidité pour exécuter un certain biais. Et ensuite, on a, hop, au sud, une cassure M5. On trace donc la fibo de ce mouvement baissier. On regarde où est le 61,8, qu'est-ce qui se passe? Ça réagit sur le 61,8 avec des gros rejets encore, une fois. Hein, les mèches, on le voit, c'est rejets. Et vous pouvez très bien payer ça pour aller de nouveau chercher l'Asian. Et là, vous avez un deuxième trade qui donne un R de 2,5, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est 2 exemples de trades qu'on peut prendre suite à une stratégie avec une vision globale qui est les liquidités. Donc on attend d'avoir une prise de liquidité, on regarde ce que donne le marché. Et de structure.
Ou vous pouvez dire, bah voilà, j'ai ma structure en global, ok, je suis plutôt baissier, bah je vais attendre d'avoir un mouvement qui est intéressant dans ce biais-là, en imbriquant tous les paramètres et toutes les connaissances qu'on peut avoir, quoi. Et après, vous avez Et plein de du possibilités. coup, Vous avez aussi des gens qui peuvent trader ça avec les vagues de Wolf. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, quoi. je vais illustrer ça moi aussi avec un exemple pas plus tard qu'hier, parce que souvent les formations, ça prend des exemples qui arrangent bien. Ouais. On va aller pas plus loin qu'hier. Regardez, je vais partager mon trading view. Tac, hop. Parce qu'en fait, il fait tout le temps pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Donc regardez, Nasdaq. Donc je suis sur le Nasdaq. Je vais mettre en gros au max. On va essayer de même aller. On va rester en H1 pour commencer. Alors attendez que je me remette un peu dedans. Donc, en fait, il va toujours, rappelez-vous, liquidité en liquidité. Donc, souvent de previews daily high ou daily low. Donc, la clôture, enfin, le plus bas journalier. En fait, à chaque fois, le plus bas de chaque jour en daily, là, je vais mettre en daily, à chaque fois, c'est de l'argent. Il y a des mecs qui se placent en daily aussi. Donc, c'est de l'argent à chaque fois. Donc, c'est des grosses liquidités. Donc nous, on est des scalpers, on va rester en H1, on va surveiller tout ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Donc hier, il est monté, il a pulsé suite au CPI. Alors on voit bien, là, c'est la séance d'hier. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de prendre comme ça. Si, Hop, on voit bien, ouais. Si, on voit bien. voilà. Donc on a pulsé. Mais pourquoi on a pulsé hier? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'on ait tout ça? Bah, justement, vous allez voir qu'avec les liquidités, tout s'explique. Donc déjà, le marché l'avait baissé en début d'année. Qu'est-ce qu'il a été récupéré? Il a récupéré des liquidités, comme d'habitude. Donc il a été prendre quoi? Un previous. Là, c'était le 2 janvier, donc un weekly low. Donc déjà, il s'est nourri de ça. OK. Une fois qu'il prend l'équité, on regarde comment réagit le marché. Est-ce qu'il réagit? OK, petite réaction. Est-ce que pour autant, il a cassé sa structure? Non, puisque du coup, on est baissier. À ce moment-là, il aurait fallu casser ce high-là pour reprendre des achats. Donc, on patiente, on regarde comment il va réagir à cette liquidité. Je ne dis pas qu'à chaque fois, une liquidité ça fait qu'il va se retourner. Peut-être que le marché a besoin de plus pour, encore une fois, exécuter ce qu'il veut faire vraiment, en fait. C'est ce qu'on cherche à comprendre. Donc, en fait, il a été plus bas. On va aller en H4 pour comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez, donc il prend les deux lots qu'on a vus ici, celui-là et celui-là. Donc là, il y avait beaucoup de stop ici, qui s'est nourri de ça. Et regardez où il s'arrête. Il a récupéré quoi? Aussi, cette magnifique trendline. Là, il y a plein d'institutions qui sont rentrées ici. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, la trendline, c'est aussi de la liquidité. Donc toute cette trendline a été récupérée ici. Il n'a pas fait de plus bas. Bon, bah on ne confirme pas la structure baissière. Derrière, regardez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Réaction du marché. Donc il s'est bien nourri, on l'a vu depuis le début d'année, de janvier. La trendline qui date, je crois que c'était fin novembre. Voilà. Il récupère. Il en a plein les mains. Donc on le laisse faire. Après, voilà, il y a plein de stratégies possibles. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse des empreintes. Regardez, il fait du displacement, donc grosse bougie impulsive, et il fait la fameuse FVG que je vous expliquais. Vous voyez, les mèches n'ont pas refermé ici. Je vais essayer de bien zoomer en gros, bien que vous voyez. Donc, les fameuses FVG. Le marché, il revient, il ferme ses FVG, et il peut enfin délivrer son prix. Boum. Au final, on a quoi? On a une news. Les news, au final, moi je dis toujours, elles exécutent le bien. En fait, c'est que des catalyseurs. Le marché en avait plein les mains à ce moment-là. Il n'avait plus qu'à exécuter son mouvement. La news n'était qu'un catalyseur pour monter. C'est ce qui s'est passé hier. Donc hier, moi, je cherche des achats. Je vais chercher quoi, du coup? Ma prochaine liquidité. Ma prochaine liquidité, à ce moment-là, c'est quoi avant le CPI? Ah, c'est le prochain Daily High. Daily High, il est où? Ma structure, elle est là. On va chercher ce high-là. Parce que c'est lui, ce high-là, qui est responsable de toute cette prise de liquidité. Donc, hop, qui s'est passé ici, en fait. Là, on a le CPI. On va essayer de descendre en UT petit à petit. Hop. Attendez, je reviens dessus. Tac, 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 tac. Hop. Je vais enlever aussi tout ça. On va pas vous... Hop. On reste simple. Donc, attendez, j'ai perdu mon high de tout à l'heure là. Je vais quand même juste tracer. On va le tracer. On va tracer donc ce high là, qui est donc ma prochaine liquidité. Parce que, encore une fois, je le répète, on va de liquidité en liquidité. Donc, mon daily high, c'est celui-là. Donc, c'est ma target en fait. On sait que le marché, il est suffisamment chargé pour délivrer son mouvement. On reprend tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, du coup, on a le CPI qui sort, boum, super news, machin. Alors après, il aurait très bien pu mècher, faire une grosse mèche basse et partir. Mais dans tous les cas, il avait une grosse probabilité de partir au nord, quoi. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Énorme bougie. Ensuite, on a l'open
Hop, hop, j'essaie d'être le plus efficace possible. Hop, hop, on a l'open ici, donc on a l'OPR pour ceux qui connaissent, qui se trace comme ça. Tac, 15h30, 15h40. Voilà. Hop. Donc à partir de là, on peut très bien avoir plusieurs stratégies pour rentrer en position. On peut même descendre en M1 pour aller chercher ma liquidité daily, qui est mon dernier trait en haut là. Par exemple, bon après voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais voilà, là on... Attendez, hop, hop, on va virer ça. Donc là, on confirme la structure puisqu'on casse le dernier A. Ça reste simple en plus, hein. Là, on casse le dernier A ici, on confirme la structure. Repli, on se replie sur l'OPR, on rentre en M1 ici, on peut très bien aller chercher notre liquidité en fait. Notre liquidité ici, qui est le Previous Daily High, souvenez-vous, hein, c'est le trait qui est juste au-dessus. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le marché a atteint son objectif. On va repasser en M5. Hop, 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 hop. Voilà, je repasse en M5. Vous voyez, une fois qu'il a pris sa liquidité, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Bah, il a soufflé. Il a atteint une target. Vous voyez la réaction quand même. La liquidité est là sur le daily qu'on a vu, qui est générateur de la récupération de liquidité depuis le début d'année. Tout de suite, réaction du marché. Après, c'est pas pour autant que ça va se retourner, puisque pour que ça se retourne, il faudrait casser ce lot-là. Donc en fait, faut juste devoir attendre la réaction. On peut tracer une Fibo, regarder ce qui se passe, on réagit sur 61,8, et voilà. On a une réaction forte ici. Donc il est probable qu'on poursuit la tendance, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'être simple et concis. Après, à vos questions. Après, voilà, en fait, il faut bien comprendre, nous, on regarde énormément les structures. Je vois qu'on discute un peu des order blocks là dans le chat. Les order blocks, ouais, c'est très simple. nous, Ça aide à déterminer les structures. J'ai un indicateur qui est génial. Order block et breaker block de Luxalgo. Hop, ça me trace tout automatiquement. C'est juste génial. Ça permet de bien encadrer le prix. Ouais. Vous voyez, je vois bien les structures comme ça. Ça aide des Et fois on parce voit que... bien. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais j'écoute. Et regardez, encore une fois, hein, j'invente rien, hein. Je continue, je suis en H1. Regardez, donc il me le trace. Vous voyez le rouge ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est encore un Previous Daily. On est sur le 8 janvier. Regardez, le prix, il bute dessus. Donc il a méché. Je vais zoomer. Il fait un HRLR. Il récupère une partie, hein. Ce qui génère un retracement. C'est ce qui a dû se passer ce matin. Ah non, c'était quand? Non, mais c'était hier, c'est ça. Ce qui s'est passé hier quand on l'a pris. En H1, vous voyez, on voit le même en H1. À ce moment-là, quand il a pris le daily, il a fait une mèche. Bon, ça n'a pas généré de cassure structure, puis il a repris sa tendance. Et Pardon, je t'écoute. c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, nous, pendant très longtemps, quand on tradait, on disait, ouais, on va attendre qu'il arrive à une zone importante pour trader, en fait. Mais c'est le plus compliqué, c'est-à-dire que quand il prend sa liquidité, le marché, c'est là où il faut être le plus aguerri pour dire, avec l'expérience, les connaissances qu'on a, c'est là où on essaye de dire, bon, on va où est-ce qu'il va se retourner? Est-ce qu'il va continuer? Très compliqué de le savoir sur le premier en visuel et surtout quand on est entre guillemets débutant. Et nous, on a mis longtemps à comprendre que bah, des fois, il valait mieux des fois trader une tendance qui était déjà établie. Donc là, très clairement, la liquidité a été prise. Si on arrive à identifier la prochaine liquidité qui va être prise, c'est là où on peut rentrer un peu en avance, quoi. C'est la difficulté qu'on avait nous au départ de notre trading. C'est que des fois, on attendait les zones et puis en fait, quand on arrivait sur une zone, bah, ça, on les voit, hein, avec le Luxalgo, il y a des achats à l'air, le prix s'arrête, ça retrace. Donc si vous rentrez en call, vous êtes dans la mouise. Si vous shortez, bah, vous faites pas assez pour faire un TP. Donc bah, il se passe rien pour vous. C'est quasiment des pertes, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Il faut toujours confluer aussi. Il faut faire une confluence aussi avec C'est le ça. plus d'éléments possibles. Les Fibonacci, être dans sa tendance toujours. La tendance, la fucking tendance. Faut jamais aller contre la structure. C'est toujours un peu complexe de l'expliquer en one shot comme ça serait trop facile sinon. Ouais, c'est sûr qu'il y a des heures de formation, on essaye un peu d'expliquer les principes de base, mais le principe de base, c'est ça, c'est le marché, il va de liquidité en liquidité, il crée des structures, on a les high, on a les low, et puis voilà, et on continue de suivre ça. Aujourd'hui, on va chercher des achats, on va pas vendre le marché. Voilà. Moi, j'ai tout fait.
Ishimoku, support résistant, smart money, ICT c'est bien, mais il y a 45 000 concepts, franchement, c'est vrai qu'on s'y perd. Même moi, je me suis perdu, hein, franchement. En fait, c'est ça, tu fais ta sauce. L'idée, c'est d'avoir ta stratégie propre à toi-même, parce que ça, encore une fois, c'est de la psycho, mais copier la stratégie de XY, ça marche pas, parce qu'on n'a pas la même réaction face au prix, face au drawdown, face au type de stratégie, au type de RR que tu vas chercher. Moi, je fais du 1 pour 1, par exemple. Je risque 1, je vais chercher 1. Me prends pas Mm. la tête. Avant, je faisais du ratio 3, ça me gonflait. Il allait à 2, il revenait, BE, pas BE, ça me prend plus la tête. Maintenant, je me prends plus la tête. Ratio de 1, je rentre, je passe pas BE. C'est SL ou TP. Je joue sur ma probabilité. Je sais que je mets tant d'ingrédients avec moi qui m'amènent une haute probabilité, je rentre. Pourquoi passer BE? Si mon trade est invalidé, je suis SL, c'est tout. Et c'est pour ça qu'en fait, avec tous ces concepts, bah, pour ceux qui s'y intéresseront, l'idée, c'est pas de tout prendre parce que tu vas en voir de partout, des trucs ici, là, ça va se contredire les uns aux autres et on s'y perd. C'est à peu près, essayer de faire sa sauce, backtester, toujours backtester, 1 an, 2 ans, c'est l'idéal. Et après, de pondre sa stratégie et après l'appliquer. Parce que la ponte, c'est bien, mais l'appliquer, combien de traders n'arrivent même pas à appliquer une stratégie? Ça, c'est phénoménal aussi, hein. Même moi encore, il m'arrive de faire des erreurs dans l'application. Par exemple, moi, j'ai une checklist. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Moi, j'ai une checklist, des fois, moi, je traite beaucoup en M5. Euh, et des fois, bah, j'attends une cassure de structure et je me dis toujours dans la checklist, bah, je rentre sur la mèche de la bougie qui vient de se créer. Par exemple, hier, j'ai payé ça, par exemple, pour tout vous dire. Je suis rentré là. Voilà. Et des fois, bah, la bougie qui casse, elle fait une mèche haute. Donc, je mets mon ordre sur la mèche haute de la M5 qui casse. Mais des fois, dans le feu de l'action, tu vois la bougie, machin, ça part. Si tu veux pas que ça rate le mouvement, tu cliques quand même. Et en fait, la mèche, bah, elle a fait quelques dégâts. Elle part direct en rouge, j'étais en full drawdown. Tout ça parce que tu n'as pas respecté ta checklist de mettre ton ordre sur la mèche de ta M5. Par exemple, dans mon cas, moi. Voilà. Hier, moi, j'ai fait ça. Moi, je me suis mis sous comme ça, hop. Et je suis allé chercher ratio 2-1, tu vois, 1 pour 1. Il a mis du temps à faire TP celui-là, mais il l'a fait à 8 heures, quoi. Voilà, par exemple. Après, ce qui est marrant, Mon en code fait, BA. le fait d'être en binôme te fait bien comprendre que construire un setup, il est personnel. Je m'explique. On met la même checklist, Anto et moi, et très souvent, on backteste chacun dans notre coin. Au début, on backtestait ensemble, maintenant, on backteste chacun dans notre coin. Bah, on va pas forcément prendre les mêmes trades. Et encore une fois, tu vois, voilà, juste pour conclure ce que je disais, là, j'aurais pu passer BE à ce moment-là. J'ai fait 2 tiers du chemin. Mais je me suis dit, la structure, elle est propre. On est full bullish. On vient de faire une putain de bougie sur la news. On est que sur un retracement. Je crois que la Fibo, c'était 61,8 sur l'open. Boum. Au final, j'étais plutôt bien placé. Je suis pas passé BE. Pourquoi? Bah, ça valide pas mon trade, en fait. Mon trade est haussier. Je suis pas passé BE. J'ai attendu. J'ai frôlé le SL. Et il l'a fait. Voilà, par exemple, ma psychologie. Je dis à Johan qui dit comment savoir si on va revenir sur l'order block ou juste le FFG, tu peux pas savoir. C'est ça le Je truc. sais pas. Tu peux pas savoir. Le prix il va où il veut en fait, il va où il veut, s'arrête où Il il veut, revient repart plus quand tard. il veut. Il peut revenir plus tard. Parce Oui. que là, le problème qu'on a, c'est qu'on a une inefficience énorme à cause du CPI qui s'est eu lieu hier. Donc on n'est pas à l'abri. Hop, attendez, je remets. Hop, hop, hop. On n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça, hein. Parce que regardez, on va reprendre le H1. Regardez, la prochaine target, elle est juste là. Hop. Tac. Là, c'est le prochain order block. Donc c'est lui qui est responsable depuis le début de l'année, en gros, hein, c'est le gros boss qui a généré. On voit bien. En plus, regarde les empreintes de pas. Grosse displacement derrière. Grosse injection. Donc le marché, on voit qu'il y a une target ici, là. Il peut s'arrêter là, aller combler ici, se réappuyer là, repartir, ou alors carrément retester ici. Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas. C'est pour ça que dans les stratégies, moi, s'il y a un conseil que je peux donner, il faut rester le plus simple possible. Il faut que le setup, en fait, on puisse l'expliquer à un enfant de 5 ans. Trading, c'est très compliqué, mais si on complexifie trop notre trading, ça marche pas. Moi, je l'ai fait et j'y suis pas arrivé. J'ai perdu trop d'argent comme ça. Bah, disons qu'en plus, tu trouveras toujours un argument pour dire bah, j'aurais C'est peut-être pas ça. Et dû puis tu vas prendre cette hésiter. position, ou tu vas hésiter. Il y a ça, est-ce que je rentre? Ah non, putain, tu vas stresser en fait. Alors que si c'est simple ton setup, bah, tu coches tes cases. 1, 2, 3, c'est bon, ok, je clique. Regarde, par exemple, moi avant, j'avais jamais, je passe BE, je passe pas BE. Voilà, maintenant je dis, je passe plus BE. J'ai confiance en mon trading, j'ai une probabilité de 70% de gain à chaque fois, je l'ai backtesté, j'y vais, c'est tout. Comme ça, il n'y a plus de questions à se poser pendant mon trade. Hier, combien de fois j'aurais pu sortir hier?
Il y a 1 an ou 2 ans, mais je sortais 100 fois. Après, je vais voir ma femme le soir. Putain, mon trade, il m'a SL, il a fait TP. Ça rend fou. Donc le but, c'est de se soulager psychologiquement et d'appliquer. Et pour ça, il faut backtester, il faut construire sa stratégie la plus simple possible. Vraiment, moi j'insiste là-dessus. Il faut que ce soit simple. C'est vrai qu'ICT, le problème ICT, c'est que c'est bien, on comprend la liquidité, mais il y a beaucoup de concepts et on peut vite complexifier son trading. On peut vite se Donc perdre. attention, ouais, attention. C'est pour ça que moi je dis pas qui est meilleur que qui, on s'en fout. L'idée, c'est qu'il faut s'en inspirer pour comprendre. De toute façon, l'essence même du trading, c'est justement d'avoir... Par exemple, ce matin, on a eu des choses qui n'avaient rien à voir. Donc, c'était surtout l'étude des volumes, parce que nous, on traite principalement les futurs. Et c'est vrai que c'est l'étude des volumes à l'intérieur des bougies ou ce qui se passe sur le marché, etc. Et après, il y a une autre partie qui est beaucoup plus structurelle, donc ce que vous faites. Et je sais pas si vous tradez les indices ou pas. Ou vous tradez que les... Ouais, Nasdaq, je fais un peu d'euro, mais je fais beaucoup de Nasdaq, c'est mon préféré. Ouais. Il est nerveux, il respecte bien quand même ses structures. Et c'est vrai que moi, je sais que pendant un temps, je m'y intéressais beaucoup à tout ça. Et aujourd'hui, il y a des notions que j'ai gardées. Alors après, les noms, bien sûr, c'est des noms différents. Tout à l'heure, vous disiez c'est difficile, machin. Et un FVG, c'est une imbalance. Après, rien n'est compliqué, rien n'est facile. C'est-à-dire que c'est juste une question de compréhension du marché. Après, il faut se faire sa propre compréhension. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je me sers vraiment. Bon, les FVG, je m'en sers vraiment beaucoup pour mes targets mais en 15 secondes, donc ça n'a rien à voir. Mais, les order blocks aussi, c'est pas pour ça que je vais rentrer dessus, mais c'est tout par contre. Mais après, j'utilise le footprint, j'utilise des absorptions et tout ça. Mais c'est vrai que c'est important, je pense aussi, d'avoir une espèce d'info sur la partie structurelle du marché, sans forcément tomber dans le fanatisme que peuvent avoir certains par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, moi qui suis vraiment orienté trading chartisme, structurel et tout ça, avec un petit peu d'order flow. J'adore, moi. C'est vraiment intéressant. Il faut maîtriser les structures parce que souvent on croit qu'on maîtrise, mais on ne les maîtrise pas en fait. Même moi, je pensais les maîtriser, mais c'est des trucs tout court. Il faut vraiment comprendre high, low, high, low. Donc là, après, il faut bien imbriquer les UT aussi parce que c'est vrai que là, par exemple, je suis en H4. En H4, voilà, mon high, mon low, je suis baissier pour l'instant en H4. Donc ça se trouve, il va juste retester en fait en H4 ça pour faire un truc comme ça, boum, fermer la VG. Ça se trouve, faire un échec de high puis repartir sud quoi. C'est possible, j'en sais rien. Mais j'identifie mes zones. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Moi, j'avoue que ça me passionne aussi. En fait, nous... Ouais. Le but, c'est ça. Le but, c'est de prendre une stratégie, l'appliquer surtout. Parce que j'insiste, mais on a beau avoir les meilleures stratégies du monde, si on ne sait pas l'appliquer, on sera perdant. Disons que moi, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de comprendre les narratifs qui se passent. Les liquidités. Vous tracez toutes les liquidités, tu regardes ce qui se passe. Et franchement, dans 95% des cas, il y a une réaction. Alors, soit ça repart complètement dans l'autre sens, soit ça consolide, mais dans tous les cas, il se passe vraiment quelque chose et qui fait que c'est compliqué, quoi, parce que tu es un peu dans la roulette russe. Donc, quand la liquidité est prise et que ta structure, elle est claire, tu peux l'utiliser. Par contre, quand ta structure n'est pas claire, c'est là où il faut faire gaffe. Et toi, ta target, c'est de dire, ok, le prix arrive à une liquidité, il va aller de liquidité en liquidité. Qu'est-ce que c'est la prochaine? Donc après, tu identifies. Tu dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelle est la réaction du prix? Ok, il se passe ça. Bon, a priori, j'ai tant de probabilités qu'il aille à un autre endroit. Et après, tu vas comme ça, quoi. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée, c'est la fractalité. Je vois dans le chat, et ils ont raison. La fractalité, c'est très important. Oui. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, le H4, on voit bien, j'ai mon high, j'ai mon low. Donc en fait, pour l'instant, en H4, je suis qu'en retracement d'une structure baissière en H4. Techniquement, je dois chercher que des ventes. Et c'est vrai, quand tu te mets en H1 ou même en M5, tu dis putain, c'est full haussier de ouf. Ouais, mais quand tu es en daily, tu vas dire. Mais bon, après, c'est encore une fois, il faut aussi imbriquer la stratégie. Moi, par exemple, je fais du M5, je vais pas voir plus loin que le H1 parce que je suis en M5. Moi, le H4, je vais être vulgaire, mais je m'en bats les couilles du H4, ce qu'il fait en H4. Moi, mis à part la liquidité daily,
souvent, moi, les highs et lows de chaque journée, c'est important, il y a de l'argent. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais le H4 en soi, la structure, je m'en branle. Moi, je suis en M5. Qu'est-ce que je m'en fous que le prix il baisse ou il monte en H4? Moi, je suis sur ma structure M5, donc au plus loin que je vais regarder, bah, c'est ça. Voilà, je fais mes plans comme ça, H1, pas plus loin. Sinon, tu t'embrouilles parce que tu as ta structure H4 qui est baissier. Là, on voit qu'on est en train de retourner la structure. Qu'est-ce que je fais? Je rends tout, je fais quoi? Parce que le problème, c'est que plus tu vas monter en time frame, plus ta décision, elle doit être longue, entre guillemets. Et du coup, tu peux pas dire je regarde du daily pour exécuter un biais M1. Tu peux très bien avoir un biais high time frame, donc vraiment en daily qui est haussier, et prendre un short de qualité en M1 ou en M5, parce que bah, le prix, il allait faire cette réaction-là à ce moment précis, quoi. Et de toute façon, moi, tu le vois pour bien. m'aider, Tu vois bien qu'en H1, avec toutes les mèches dans tous les sens, on voit bien que le prix, de toute façon, même à l'intérieur de chaque structure, en fait, c'est comme si vous avez des grosses structures, et après, dedans, vous avez plein de petites structures, les unes après les ce que autres. j'aime bien faire, c'est ça, moi. C'est toujours un peu. Je me sers de ça, moi. Je me dis toujours quel est le high qui a généré le dernier low. C'est comme ça que je fais ma structure interne. Et qui c'est qui a généré? C'est celui-là, là. Lui, il a été récupéré tout le bordel ici. Donc, une fois qu'on va casser celui-là, pour moi, je repasse aussi, en fait. Voilà. Là, aujourd'hui, je charge des achats. J'ai cassé, j'ai ce qu'on appelle le retournement de structure ici. Je cherche des achats. Et du coup, maintenant, où est mon nouveau... Alors, du coup, je fais pareil. Quel est le lot qui a généré ce high? Et ben pour moi, ça va être... Alors, on peut prendre la news, parce que la news, elle est bizarre comme elle a été faite. Elle est partie d'un coup. On peut prendre ça ou ça. Moi, je dirais la news. D'ailleurs, on voit bien, l'algo, il nous trace un breaker. Là. Donc voilà, là, j'ai ma structure. J'ai une structure haussière. J'ai mon lot, j'ai mon high. Donc, moi, je cherche des achats, par exemple. Voilà, je suis en achat. Après, j'y reste après-midi en 5 minutes. Voilà. Et voilà comment je construis. Après, j'applique mes setups. Après, je ne vais pas rentrer dans mes setups en détail. Je pense que c'est pas le moment ni l'endroit. Et puis voilà. Puis après, j'attends que mon setup apparaisse et boum, j'y vais. Mais je vais prioriser les achats aujourd'hui. Après, je remets mes sessions. Vous voyez, je remets mes sessions, donc mes liquidités externes. Voilà. On voit la session de Londres ici. Ça, c'est de l'argent. D'ailleurs, Londres, regardez, c'est intéressant. Là, je redescends en M5, je cherche des achats. Regardez, on a une belle zone. On a l'order block de Londres qui a généré le dernier. Donc, je refais ma structure interne dans l'interne sur la fractalité du mouvement. On est haussier sur le M5, pareil. Donc ça, c'est des zones d'achat, en fait. Il peut très bien récupérer juste l'argent ici. Donc, ces lots-là, il y a de l'argent ici. Là. Sans pour autant mettre en cause la structure. Et repartir. Ça, c'est des zones que je peux acheter, par exemple. S'il y a des... Par exemple, il y a un HRLR, une mèche qui fait des dégâts et le corps qui remonte. Ça, c'est... Voilà, je peux payer ça, par exemple. Ouais, après, vous voyez, il y a plein d'analyses. Moi, je vais faire quoi? Je vais tracer la fibo du mouvement haussier. Mais après, vous avez des concepts ICT, des mitigations, des choses comme ça qu'on n'a pas abordé et que nous, on va intégrer aussi dans l'analyse. Donc là, je trace la fibo, je vais regarder le 61,8 où il est, et le 78, donc toute la zone OTE. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, vous voyez, il fait toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il fait au final? Il fait son high, il retrace 50%, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il fait? Il sera plus où? Pas nulle part. Le précédent high, voilà, London, ici, le high d'hier, tout simplement. Regardez, quasiment point près. Réaction, ça génère des réactions, mais c'est pas... Tu peux avoir des... Là, tu as des trades d'acheteurs ici, à cet endroit-là. Hein. Si tu zoomes après en M1, tu peux trouver des choses. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le rebond génère un effet de high, donc en termes de structure, c'est quand même intéressant. Il aurait dû repartir. C'est vrai que là... ça, c'est pas bon, donc il est possible qu'il retrace plus d'argent. Je vois dans le salon qu'il y en a qui disent qu'ils cherchaient plutôt des ventes. Moi, en termes d'analyse pure, maintenant, je dirais que je pense que le marché va continuer à retracer. Après, le problème de chercher des ventes, c'est... Vu que tu as une structure haussière, tu sais pas où il va s'arrêter. Des fois, il va s'arrêter sur le 50. Des fois, il va s'arrêter sur le 61,8. Non, mais attention. Ouais, attention, hein, parce que chercher des ventes, si c'est chercher des ventes sur du scalping, sur de l'intraday, tout ça. Oui, alors après. Voilà, ça dépend de la fracture. Et regardez, là, ça accélère, vous voyez. On voyait bien qu'il allait au moins chercher la petite mèche. Je pense qu'il va taper au moins le 61,8. Et après point d'interrogation. Donc là, on voit Moi, je prendrais des ventes aujourd'hui si on pète Londres. Si on pète l'Asian, pardon. Voilà. C'est ça. Mais pas je m'en fous de ce qu'il fait. C'est de l'inducement, c'est pour nous embrouiller, ça. C'est baissier. Non.
Disons que tu peux prendre des mouvements, et nous, on le faisait Oui, aussi mais bon, avant. est-ce que c'est high proba? Est-ce que tu as des grosses probabilités avec toi? C'est Voilà, ça. faut pas que tester. À mon avis, tu dois pas, je sais pas, mais tu dois pas avoir des stats folles, quoi. Après, tout dépend de ta stratégie, toujours pareil, hein. Exactement. Faut Voilà, pas. faut pas. Tout ça, c'est de l'analyse et de la récurrence de marché, quoi. Ça, il se passe ça, bah on fait ça, quoi. Point barre. Tu vois, c'est... Ah, mais Oui. faut être discipliné, tu vois, parce que même moi, je l'ai fait cette erreur. Bah, tu vois des réactions comme ça. Bah, allez, je prends une vente. Ouais, regarde, c'est ça qui tient. Tu vois, faut vraiment. C'est la discipline qu'il faut vraiment se tenir. Une fois qu'on a fait notre plan et notre analyse, s'y tenir. Je Encore une constate. fois, tu peux tout imbriquer, hein. Tu peux imbriquer ton chartisme, ton Ishimoku. Moi, il m'arrive encore de me servir d'Ishimoku, hein. Moi, je me sers de tout. Plus j'ai de confluence, mieux c'est, en fait, hein. Ouais. Donc, c'est compatible, en fait, ICT et le chartisme. Oh oui. Tout est. Ouais, je pense qu'il y a quand même la structure qui est vraiment très important. Après, le reste, c'est des préférences, mais la structure, quand même, c'est pas négligeable. Après, ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous faire des petits messages en privé, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Pour ceux qui découvrent, là, on avait fait un podcast il y a quelques mois, justement, donc je vais vous remonter un peu dans la file, parce qu'il y a des nouveaux dans le Discord, là, c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas à monter dans la file pour aller voir un peu... Bon, on avait fait quoi? Une bonne heure 30, je crois, je sais plus, de discussion. On avait fait beaucoup, très axé sur la psychologie, c'est vrai qu'on a été moins dans la technique. Bah, en fait, nous, au début, on s'était posé la question de faire des formations. Le contenu qu'on a sur Internet est largement suffisant. Ouais, il y a tout aujourd'hui. ICT, c'est gratuit, donc j'ai Mm. envie de dire que la plus-value qu'on peut apporter sur des gens là-dessus, elle reste quand même à la marge, et puis chacun a son niveau de connaissance et ses préférences. Après, là où on peut aider, effectivement, c'est Nous, on aime bien faire ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus gratifiant de faire monter quelqu'un que délivrer un truc comme ça, tu sais même pas si le mec a compris. Comme là c'est vrai que c'est dur. Là, je sais pas combien il y a de personnes. Je parle, mais je sais même pas si vous comprenez ce que je dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de. Il y a plus de niveaux quand même intermédiaires que de niveaux débutants. Donc non, je pense pas qu'il y ait de problème. À part, il y a peut-être quelques grands débutants, mais là après tu peux parler de n'importe quoi du trading, ce sera la même. Je veux dire, ils seront paumés quand même, toi. On avait un côté un peu, on va dire, industriel quand on s'était vu, et on était en train d'arrêter ça. Et c'est pas plus mal, puisque quand on voit l'évolution des propres firmes futures, aujourd'hui, Oui. je pense que c'est pas la bonne stratégie, puisque assez vite vous allez passer live. En fait, ouais, on utilisait le levier des propres firmes pour en prendre plusieurs. On savait que pour être rentable, limite, t'en amènes une au payout sur 4 ou 5 comptes, t'étais rentable en fait. Donc nous, on jouait beaucoup sur le nombre, mais on s'est épuisé en fait. Donc je suis revenu un peu aux bases, structure. Et vous voyez, je suis remonté d'unité. Moi, je dis toujours, quand on perd son chemin, on recule d'unité. C'est pareil en trading, hein. Tu vois plus clair en M1, tu recules. Et ben là, c'est pareil. On était un peu trop dans le scalp, trop de trade, trop de fatigue. Donc j'ai recentré mon trading, je suis remonté d'unité M5 et je prends beaucoup moins de trades, beaucoup plus quali, et j'améliore mon win rate et au final, ça va. Donc là, depuis le début de l'année, et lui et moi, on est rentable. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Moi, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai un setup un peu différent. Mais bon, il est en décalage par rapport à mes backtests. Donc, est-ce que c'est que mon setup marche plus ou pas? J'en sais rien. Il faut pas trop périr l'un la demeure. Et puis, de toute façon, je suis toujours positif, donc c'est pas très grave. Mais on a passé tout le mois de décembre à énormément bosser, à travailler des nouveaux setups, en fait. Donc, un peu moins de trading, on va dire. Mais là, début d'année, Anto a des meilleurs résultats avec son setup M5, mais on est tous les deux positifs encore. Ouais, pas de souci là-dessus. Oh non, écoute, on a envie, on est passionné de ça. Enfin, franchement, moi je suis le plus heureux du monde, hein. Je demande pas être millionnaire, je m'en fous. C'est ça. Franchement, je reviens jamais. Enfin, la liberté, quoi, en fait. La liberté de ne pas être salarié, franchement, ça n'a pas de prix, hein. À l'heure actuelle, voilà, tout se passe bien. Espérons que ça continue. Moi, j'ai toujours peur, c'est que l'algo bouge et que mon setup ne fonctionne plus. C'est une peur qui reste en moi. C'est vrai que dès que tu as une phase, tu as 2 SL d'affilée, ça y est, tu paniques. Alors que tu prends ton fichier Excel, tu as des mois un peu chauds, machin. Mais en fait, il faut tenir. C'est là où Exactement. C'est là où je pense qu'on connaît les bons traders, c'est qu'il ne faut pas lâcher dans les phases compliquées.